Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit écrasée. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ravis de vous retrouver au sommaire de cette émission. DS Automobile veut incarner l'art du voyage à la française. Présente sur 4 continents, la marque premium du groupe Stellantis fêtera l'année prochaine ses 10 ans avec déjà de grandes ambitions pour 2023. Une nouvelle collection présentée à la façon des maisons de haute couture, manifeste du savoir-faire français, du luxe. Béatrice Fouché, directrice générale de DS Automobile, est avec nous. Unique en France, le salon des professionnels de la carrosserie. Ouverture des portes dès aujourd'hui et ça se poursuit demain. C'est à Bordeaux. Plus de 10 000 ateliers de carrosserie en France. L'occasion de faire le point sur un métier qui évolue, tant au niveau de la haute technicité que de la technique, tout simplement. Nous en parlerons avec Jean-Marc Donatien, le président du métier carrossier chez Mobiliance. Et puis un Français sur 2 subit son mode de transport quotidien. Selon l'Institut français dédié aux mobilités de demain, VDCOM et l'assurance Massif, la mise en place de véhicules mutualisés et automatisés constituerait l'avenir des modes de déplacement, en particulier dans les zones rurales. Nicolas Maresco, adjoint à l'innovation de la Massif, sera avec nous. Et dans ce très beau programme, le 4e thème, la zone à faible émission, la fameuse ZFE. Le compte à rebours est déclenché dans le cadre du déploiement des 43 zones de ce genre. Eh bien, le Parisien vient de dévoiler un baromètre très intéressant sur le parking polluant. Alors, le trio, c'est pas une belle médaille, forcément. Sur les voitures, probablement. Ben oui, voilà. Alors, 1, Valenciennes, 2, Mulhouse et 3, Perpignan, où le parc automobile est le plus polluant. Nous en parlerons avec le très célèbre Yves Cara, le porte-parole de l'Automobile Club Association. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et la première collection DS Automobile, la marque premium de Stellantis, s'appelle Esprit de voyage, commercialisée en 2023 sur les 4 continents où la marque est implantée, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et on va en parler avec notre invitée Béatrice Fouché. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de DS Automobile. Déjà, forcément, on ne peut que rebondir en disant que vous êtes quand même la première femme à la tête d'un constructeur en France. Et c'est bien de le faire remarquer. Oui, c'est bien. Puis je suis ravie. En fait, c'est un plaisir d'avoir des femmes et puis j'allais dire mon rôle aussi. J'ai un petit rôle modèle, c'est de stimuler des carrières, des envies, et puis j'allais dire de générer un esprit d'équipe probablement un petit peu différent, un peu moins masculin, même s'il n'y a pas de stéréotype masculin. Oui. Pas de réaction machiste. On le sait bien. Non, il n'y en a pas du tout. Bon, non, pas du tout. Est-ce que une femme à la tête d'un constructeur, est-ce que on regarde les choses un petit peu différemment sur la façon de communiquer, sur la façon, peut-être le style, sur est-ce qu'il y a c'est genré ou pas du tout? Bon, écoutez, je pense que on ne peut pas en tirer de conclusion, mais je pense que c'est quand même un peu genré. Alors typiquement, vous parliez de la collection Esprit de voyage. On a un partenariat avec la Paris Fashion Week en fait. Et à un moment donné, je me suis dit mais finalement faisons quelque chose de concret qui incarne ce partenariat au-delà de toutes les activités qu'on fait. Et donc on va faire une collection par an. Donc là on lance la première collection, donc avec des choses différentes dans la voiture, des cuirs différents, des savoir-faire différents. Intérieur et extérieur. Intérieur, extérieur. Donc, et les 4 voitures de la gamme seront traitées, j'allais dire, de la même manière pour avoir un esprit collection, donc avoir un impact, avoir quelque chose finalement de nouveau chaque année, d'un peu frais, comme une collection. Ouais, c'est ça qui est plutôt marrant. Quand on fait un retour, parce que il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, la marque DS naît en 2014. Ça fait 9 ans. Ça fait juste 9 ans, donc c'est un bébé. C'est vraiment un bébé. Pourtant sur le secteur du premium, elle va plutôt très bien. Quand on revient sur ces 9 ans d'existence, qu'est-ce qu'on peut dire en fait, parce que c'est une progression extrêmement rapide. Oui, alors dans les 9 ans, il y a la période de gestation égale. On a ensemencé et puis la première voiture est réellement sortie mi-2018 en fait. Donc ça fait 4 ans. En 4 ans, on a vendu 230 000 voitures, donc c'est pas mal. Moi, je suis assez contente de ça. Et on a ajouté une voiture, puis une autre, puis une autre. Donc aujourd'hui, on a 4 modèles dans la gamme. Chacune raconte l'histoire de la marque. Vous avez dit, c'est en fait, ça l'art du part de voyage. ça. En fait, DS
DS, nous, on est de la même génération avec Cécile. Hein, je suis beaucoup plus jeune que vous. Oui, mais en termes de génération, c'est pareil. Mais la DS, ça faisait rêver. Vous avez repris l'image fantastique de la DS de nos rêves. Alors, l'idée, c'était la DS de 1955. C'était quoi? C'était un espèce d'ovni. Donc, c'était quelque chose de nouveau qui a frappé les esprits, tant en matière de confort que de savoir-faire que de technologie. Donc, DS, aujourd'hui, c'est ça. C'est du savoir-faire extraordinaire, c'est du confort, c'est aussi de la technologie que vous trouvez nulle part ailleurs dans certains modèles. Et puis, c'est un look. C'est un look. Ouais. C'est un look. Voilà, c'est ça. On parlait du marché premium qui est en croissance quand même. C'est important de le dire. Dans les 10 voitures premium les plus immatriculées en France, en 2022, on retrouve 2 modèles. Alors DS. même dans les 3 premières. Hein. Soyons ambitieux. Donc dans les 3 premiers, 2 médailles sur les 2 médailles en France, DS7, DS4. Voilà. Donc on est content. Hein. Sur les 3 marches du podium, on a mis 2. Et on s'adresse à qui finalement chez DS? C'est qui le cœur de cible? Haut de gamme, non? Alors oui, c'est des gens qui ont envie de se faire plaisir avec leur voiture. C'est envie d'un objet un peu raffiné qui les raconte finalement, qui raconte ce qu'ils ont envie d'être, donc du savoir-faire à l'intérieur. Moi, j'ai entendu des clients dire mais quand j'ouvre la porte, j'ai été séduite, je l'ai acheté. J'ai eu envie de l'acheter. De rentrer dans mon salon. Et voilà, on rentre dans son salon. C'est vrai qu'il est très classe, votre salon. Alors moi, je le connais pas encore, mais c'est ce que disent les gens. mais justement, sur cette DS, en fait, il y avait un pari à relever, parce que quand on imagine les belles voitures, on pense pas aux voitures françaises, on va chez les Anglais, on va chez les Italiens. Là, c'est le pari. Il est en train d'être réussi ou pas? Oui, le pari est réussi. Alors, pourquoi on peut le faire finalement? Parce que le luxe français, c'est quand même le luxe qui domine le monde entier, hein, soyons clairs. Donc, on a un vrai savoir-faire, on a de l'artisanat extraordinaire. Et donc, dans nos voitures, on a mis ces pièces d'artisanat qui sont travaillées depuis des années. Certaines, on les a fait revivre. D'autres, on les emprunte à la haute couture. Donc finalement, on existe grâce à ça et on est crédible. Et oui, j'allais dire, on est content. On a vendu 230 000 voitures depuis 2018, en 4 ans, c'est bien. Et on a une croissance de 20% globalement sur l'ensemble des marchés. Alors, on va parler d'électrification dans quelques instants. Quel regard, finalement, vous êtes sur 4 continents, on l'a dit, dans plus de 41 pays, si je ne m'abuse. Quel regard vous mettez en avant le savoir-faire français? Est-ce que l'automobile française, vue de l'étranger, est un savoir-faire particulier? Alors, je ne pense pas que l'automobile française soit un savoir-faire particulier. Il y a quelques éléments de l'automobile qui sont considérés comme français. Alors, ça dépend des marques, bien évidemment, mais nous, ce qu'on veut apporter, c'est réellement là où est reconnue la France, c'est-à-dire le savoir-faire du luxe. Finalement, toutes les grandes marques mondiales de luxe sont françaises, en gros. Donc tout ce qui est l'intérieur, le cuir, tout ce qui est l'intérieur, le cuir, l'éclairage, le raffinement de l'éclairage, etc. Donc ça, on est crédible là-dessus. Donc on a un savoir-faire réel, on le prouve et les gens nous achètent pour ça. Et l'exportation aujourd'hui, c'est un des challenges aussi de l'économie française. Exactement. Vous y arrivez? Alors nous, on y arrive, effectivement, on est dans 41 pays et à titre d'exemple... Où est-ce que ça marche le mieux? Alors, ça marche le mieux en France, parce qu'on doit réussir dans le pays dont on est natif, forcément. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Victoire à domicile pour les sportifs, ça c'est normal. C'est bien, toujours. Ensuite, ça marche bien en Europe. On vend 80% de nos volumes à peu près en Europe. Et ensuite, il y a quelques pays où on a des positions extraordinaires. Je vais en citer un parce qu'il n'est pas évident. En Argentine, par exemple, on est la 3e marque premium la plus vendue. C'est-à-dire qu'on a éliminé une marque allemande. C'est pas mal. On les embrasse. Absolument, on les aime. L'avenir, c'est forcément l'électrification. Quand on voit que les États-Unis, que l'Allemagne, que finalement l'Italie font un petit peu marche arrière sur cette injonction finalement de l'Europe sur l'électrification en 2035. Vous, votre position, c'est quoi? C'est de dire on y est, on y va? Alors, on y est, on y va. C'est un fait. En fait, une voiture sur 2 qu'on vend actuellement se branche. Donc, c'est un hybride rechargeable ou une voiture 100% électrique. On offre le choix aux clients en fonction de ses usages. N'oublions pas qu'il y a des usages qui sont plus ou moins compatibles à l'électrification aujourd'hui. Ensuite, bien évidemment, passer au tout électrique en 2035 en Europe, c'est un choix des États, c'est un choix de l'Europe. Compliqué quand même. C'est un choix très compliqué parce que les Allemands remettent en question le choix de l'Union européenne. Il y a un impact social, forcément. Donc on l'a dit, chez Stellantis, on l'a dit, forcément les voitures électriques aujourd'hui c'est plus cher.
Et chez Stellantis, justement, donc il y a Citroën, il y a Peugeot. Oui, il y en a pas mal, 14 marques. Alors, ça fait pas un peu des jaloux dans le groupe, là, le fait que ce soit DS qui fasse le high level, comme on dit en... Oui, alors tout le monde a son rôle dans la marque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais dans le groupe, il n'y a pas de mauvais rôle. Les gens qui font des Citroën sont très fiers de faire des Citroën, des Opel, etc. Donc, et des Jeeps, et on en passe, il y en a 14, on va tout les citer. Il y a eu beaucoup d'automobiles bashing depuis pas mal de temps. Est-ce que là, on arrive à la fin de cette période, vers une période plus en adéquation avec l'avenir et le climat, peut-être avec retour de la voiture plaisir? Oui, alors ça c'est une bonne question effectivement là. Je vous remercie. Il y a eu ouais, c'est vrai. Elle est comme ça. Elle arrive en fin d'émission. Ouais, c'est ça. On n'est pas fatigué et tout. Non, mais effectivement, on peut avoir le sentiment dans les villes qu'il y a de la voiture bashing en fait, et puis que finalement dire on vous prive de votre liberté de choisir votre motorisation, c'est de la voiture bashing, et puis on est un petit peu frustré. Le tout étant de donner finalement aux gens qu'en ont envie ou qu'en ont besoin l'objet de plaisir. Ouais. Alors l'objet de plaisir, il se traduit différemment. Moi, j'ai conduit des voitures électriques à partir de 2012. J'adore ça, c'est extraordinaire. Alors, il y a un silence incroyable, il y a de la reprise quand on démarre. Enfin, c'est un autre plaisir de conduite. Donc j'allais dire, à nous d'offrir aux gens des plaisirs assez divers au volant, mais il ne faut pas tuer le plaisir automobile. C'est un truc extraordinaire. Le plaisir, c'est le sport aussi. C'est le sport, c'est la Formule E avec Jean-Éric Vergne. Pilote, attention, champion du monde, DS aujourd'hui. Pour qu'on comprenne bien, les gens ne comprennent pas toujours le rapport en fait entre l'automobile et la course automobile. C'est l'innovation finalement. Oui, c'est l'innovation. C'est-à-dire que nous, on est en Formule I, on a été 2 fois champion du monde, Jean-Éric Vergne. Donc les courses électriques, courses 100% électriques. Donc la voiture, comme des Formule 1 mais électriques. Voilà. Exactement. Donc elle a une, il faut écouter. Elle a une batterie. Elle fait un certain nombre de tours. C'est assez tactique. C'est à la fois de la vitesse et à la fois de la tactique, puisque bien évidemment, faut économiser son énergie. C'est ça qui est intéressant, c'est l'économie d'énergie. Donc c'est de la course de rapidité, parce que c'est des sacrés pilotes. Jean-Éric Vergne était pilote de F1 quand même. Et à la fois c'est de la tactique pour arriver avec presque plus d'énergie dans sa batterie sur la ligne d'arrivée. C'est vrai que c'est la honte de celui qui tombe en panne. On peut avoir un coup de boost éventuellement. Un tout petit mot rapide sur les 2 modèles 2023 et les modèles à venir. Aujourd'hui. Alors on a commercialisé 2 nouveaux modèles, DS7 en fin d'année et DS3 donc vous pouvez les essayer. Voilà, elles sont disponibles. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, comme on dit. Et puis ensuite on a des nouveaux modèles qui vont arriver en 2024, 100% électriques. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Béatrice Fouché, directrice générale de DS Automobile, merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on va revenir sur ce salon professionnel de la carrosserie. Ça, c'est un métier, une filière. À Bordeaux, ça se tient. Une vraie filière. Il faut la préserver parce que les carrossiers sont très importants. On va en parler avec notre invité de chez Mobiliance dans quelques instants. Vous voulez poser des questions, vous avez le droit. Vous êtes carrossier, vous avez 1000 questions à poser. Là, c'est un expert. On ne peut pas avoir le meilleur, c'est lui. 0826 300 300. Et même si vous n'êtes pas carrossier d'ailleurs. Non. Vous êtes carrossier, vous non, alors justement. Non, vous devriez. Non, parce que je ne serais pas très bon. Donc c'est Jean-Marc Donatien qui sera avec nous. À tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France, et comme chaque semaine, on vous emmène, on vous parle d'une filière, d'un métier avec Mobiliance. Et là, c'est le salon des professionnels de la carrosserie et de la prévente qui ouvre ses portes aujourd'hui et demain à Bordeaux. Une activité qui est en train de connaître une petite révolution technique dans les ateliers. Le flux traditionnel des voitures est chamboulé par les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques et l'arrivée progressive de véhicules électrifiés. On va en parler avec un spécialiste. Notre ami de chez Mobiliance, Jean-Marc Donatien, est avec nous, président des métiers carrossiers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Jean-Marc Donatien. On dit, oui, c'est le spécialiste, c'est quand même le président de métier de carrossier. C'est le grand Manitou, comme on l'appelle. Ce salon, Jean-Marc Donatien, ce salon des professionnels de la carrosserie, c'est un moment important puisque il y a des enjeux importants pour cette filière. Oui, tout à fait. C'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce salon est une belle vitrine des nouvelles technologies embarquées dans les véhicules. Donc, madame de CDS ne contredira pas. Et aujourd'hui, dans cette partie technologie, c'est surtout d'aller à la rencontre d'un public assez jeune, de manière à pouvoir leur montrer un peu tout le panel, toute la représentativité que l'on a de ce métier, et toutes les possibilités qu'ils ont aussi de pouvoir... au niveau de ce métier, de ce salon. Ça a ouvert aujourd'hui, vous nous le confirmez, ça a ouvert aujourd'hui, ça continue demain.
Tout à fait. Ça a ouvert ce matin à 10h, là c'est terminé, et ça repart demain matin jusqu'à demain soir 18h. On parlait de révolution, Jean-Marc Donatien. Qu'est-ce qui va changer finalement? Est-ce que c'est l'électrification qui va changer? Est-ce que c'est les matériaux qui vont changer? Qu'est-ce qui va changer? Tout change. Vous vous rappelez la dernière interview que l'on avait faite en parlant de l'étymologie du mot carrossier, je reviens dessus, il vient du carrosse. Et depuis les carrosses, on a toujours su évoluer. Aujourd'hui, que la voiture soit électrique ou pas, qu'elle soit demain volante, on sera dans l'aéronautique, on arrivera toujours à suivre. Donc aujourd'hui, effectivement, les matériaux ont changé, les matériaux ont évolué, mais grâce à des formations comme le GNFA, la NFA, on a la possibilité de faire des tâches de formation pour justement que nos gens soient formés à ces nouveaux produits, nouvelles technologies. On s'est adapté aux technologies de l'aluminium, du carbone, que ce soit aussi au niveau de tous les alliages aujourd'hui qui existent, les taux ultra haute température, haute élasticité en même temps. Tous ces matériaux-là nécessitent une technicité, un savoir-faire. Alors c'est autant, c'est en fait finalement autant d'atouts pour attirer les jeunes, parce que vous leur dites quoi? C'est un métier déjà, c'est un artisan, un carrossier, hein? Oui, mais en fait c'est une filière qui est formatrice déjà, et en plus de ça, c'est une filière qui est très évolutive au niveau des employés. La petite histoire que je vous raconte rapidement, c'est que j'ai embauché un jeune qui ne parlait pas français, italien, il y a quelques années en arrière de ça, et qui est arrivé en France, qui a intégré donc la carrosserie en tant qu'apprenti. Il a fait ses 2 ans d'apprentissage carrosserie plus l'année supplémentaire en peinture. Ensuite, par le fil du temps, il est devenu mon peintre. Et ensuite est venue l'envie pour lui d'accéder à autre chose. Donc, plutôt que de me racheter ma carrosserie, car elle n'était pas à vendre à ce moment-là, il en a créé une. Aujourd'hui, il a une belle carrosserie où il a embauché 7 personnes. Je pense qu'on ne peut pas plus être évolutif. On peut être carrossier, ensuite chef d'équipe, chef d'atelier, et reprendre la carrosserie dans laquelle on a évolué de plus en plus de âge. Il y a très peu de métiers qui permettent de le faire. En plus, il y a des enjeux aujourd'hui forcément climatiques, avec par exemple des cabines à peinture qui sont très énergivores. Donc ça veut dire que ce métier va devoir se renouveler, trouver des investissements pour s'adapter aux nouvelles contraintes. Tout à fait. Alors, au bureau national que je préside en ce moment, nous sommes sur le plan relance de l'État, vous savez, des 100 milliards. On veut être acteur du marché. On a déjà des positions acceptées au niveau du plan relance qui permettent aujourd'hui, nous sommes en train de faire une étude de marché sur l'état du parc actuel des cabines de peinture, pour le renouvellement de ces cabines de peinture qui sont effectivement énergivores, parce que c'est pour mes postes principaux de consommation, d'autant plus avec les intrants qui ont augmenté les coûts énergétiques. Et en plus, ces cabines, au niveau de la RSE, de nos employés, pour préserver justement nos employés, on a ces cabines qui sont maintenant à double flux, qui rejettent plus d'empreinte carbone. C'est vraiment, voilà, on est vraiment sur ce plan relance en RSE et pour l'écologie et l'économie. Mais puisqu'on parle des enjeux climatiques, en fait, vous êtes des précurseurs, les carrossiers, parce que depuis toujours, vous savez comment récupérer les déchets, finalement. C'est votre savoir-faire, d'une certaine manière, là. Tout à fait. En fait, Mobian, ça a été le précurseur pour en fait, il faut bien répercuter les coûts, parce que en ligne comptable, la refacturation des déchets doit être une ligne à zéro. On ne peut pas gagner d'argent sur ça. Et tout à fait d'accord, il n'y a aucun souci. Donc Mobian, ça crée ce système de facturation qui permet de calculer le coût des déchets, de pouvoir les refacturer au niveau des carrosseries, des compagnies d'assurance. Et aujourd'hui, on est très vertueux. Il y a toutes les carrosseries on recycle tout. Il n'y a plus de pots de peinture dans les poubelles comme on voyait avant, des tas de plats, les pare-brises, des filtres à huile quand on fait la révision, et quand tous les papiers usés, tous ces produits-là sont recyclés. Jean-Marc Donatien, ce salon, c'est aussi l'occasion pour cette filière d'aller chercher des jeunes, comme on le disait tout à l'heure. C'est un métier qui devient rare, avec qui demande des compétences, vraiment des compétences, des expertises, et qui est forcément est une pépite aussi pour des ateliers. En fait, ce métier, c'est un métier que l'on apprend au quotidien, on apprend tous les jours, on apprend tout le temps. Parce que les matériaux, la technicité, la technologie, aujourd'hui, on est capable de régler des radars, des caméras, on s'est vraiment adapté à tout. Et le jeune qui rentre dans nos ateliers part en formation. Déjà la formation d'alternance, et ensuite de ça, au sein des sociétés, grâce au GNFA et au SOPCO, on permet de pouvoir payer et d'envoyer les gens en formation. Donc c'est un métier qui évolue tout le temps, et en plus c'est un métier qu'on veut de plus en plus attractif de possible aujourd'hui.
Et il faut qu'on aille le chercher. La filière est en manque de personnel. Et il faut qu'on aille chercher les jeunes. On en parlait il y a très peu de temps tout à l'heure en intervention avec les chambres de métiers, d'aller chercher les jeunes à l'orientation en troisième. Et il faut, je pense, quelque part, éduquer les parents pour leur dire que ce métier manuel, c'est un métier noble. Absolument. Bon, tous à Bordeaux alors, hein. Tous à Bordeaux. Tous à Bordeaux avec Salon de la carrosserie. Voilà, Ouais. c'est ça, le salon des professionnels de la carrosserie et de On l'après-vente. n'a pas donné, c'est où exactement Aujourd'hui et ouais. demain à Bordeaux. Où exactement à Bordeaux? C'est au parc des expositions. Ah et oui, ben voilà. ouais. Et vous allez voir Jean-Marc Donatien de notre part. Vous allez l'embrasser comme du bon pain. Président du métier carrosserie chez Mobiliance. Merci en tout cas de C'est votre toujours très aimable d'être expertise. avec vous. Merci. Passez une C'est belle gentil. soirée. Merci à vous. Vous Bonne restez soirée. avec nous dans un instant. On reviendra sur cette information. Un Français sur deux subit son mode de transport quotidien. Et ben on vous expliquera quel est l'avenir finalement des transports. À tout de suite. Et les vraies voix qui font rouler la France, on aime beaucoup l'automobile avec bien entendu nos amis de Mobiliance entre autres. Et ça ne nous empêche pas de faire attention à la planète d'ailleurs en plus. Absolument, mon cher Frédéric Brindel, Comme quoi, bien hein. entendu. Bah oui. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue parce qu'on sait que vous aussi vous aimez l'automobile. Et puis cette information qui dit qu'un Français sur deux subit son moyen de déplacement quotidien. Donc actuellement, plus de 56% des sondés utilisent les transports en commun, mais seuls 10% des Français en font leur mode de mobilité principale. On va en parler tout de suite avec Nicolas Maresco. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes, vous gérez la réponse, le besoin sociétaire, innovation à la Massif. Donc c'est le 3e baromètre réalisé auprès de 4000 personnes avec VDCom et la Massif. L'objectif de cette enquête, c'est quoi? J'ai eu de la chance aujourd'hui pour venir vous voir. Oui. J'avais le choix des modes de transport. Oui. Vous avez pris quoi? Ah, je suis venu à pied. Ah. Mais ça aurait pu être la trottinette, le vélo, la voiture, le métro. D'accord, Le oui, bus. ici. Dans une grande ville, oui, Oui. c'est ça. Et On a donc le choix. effectivement, avec l'Institut VDCom, on a interrogé les Français parce que donc la Massif, on est assureur numéro 1 de la mobilité. Oui. Et ce qui nous intéresse, c'est répondre à leurs besoins. En zone rurale, Oui. à votre avis, il y en a combien qui n'ont pas le choix de leur mode de transport? Je dirais 80. Oh, bah. Alors là, bravo, Ouais. c'est ça. Ouais, 8 ouais. sur 10 Ouais, n'ont pas le c'est un choix. signe. Hein. Ouais. Et en fait, Ouais. il y a une dépendance à la voiture, notamment parce qu'il y a très peu de transports en commun. Et le problème, c'est que la mobilité, c'est le droit des droits. Pas de mobilité, pas de travail. Pas de mobilité, pas d'éducation. Pas de mobilité, pas de santé. Voilà. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est de faire un constat, mais surtout peut-être d'apporter des solutions. Exactement. Je vais prendre un exemple. Vous avez une ville créée dans la Drôme, côté de Valence. Mhm. Il y a une gare. Il y a un hôpital. Mhm. À l'hôpital, un beau parking. Donc, pour aller de la gare ou de chez vous à l'hôpital, un rendez-vous médical, voir un Quelle ami. distance entre les deux? Oh, quelques kilomètres. Ouais. Mais en gros, vous avez le choix, c'est la voiture, la vôtre, c'est la voiture, un taxi, ou c'est la voiture, une ambulance. Ah oui, c'est assez léger. Ou le covoiturage. Alors c'est intéressant parce que justement, c'est pour ça que le covoiturage, typiquement la Massif, Oui, j'ai des bonnes questions. Il y a des bonnes idées, surtout. Il y a des bonnes idées. on essaie d'accompagner les différentes mobilités, d'en rajouter d'autres, parce qu'il n'y a pas une solution qui fait papa-maman. Et donc ça peut être du covoiturage. On travaille avec Mobicop, première coopérative là-dessus. Il y a l'autopartage. On travaille avec Cities. Et donc on les accompagne, on investit, on assure les flottes. C'est notre métier. Mais si vous avez un accident aujourd'hui, où votre voiture est en panne, vous avez pris l'option remplacement, typiquement, c'est le cas classique, vous allez prendre une voiture de location. Oui. Et nous, en complément, vous pouvez avoir avec un bon pour utiliser du covoiturage. Est-ce qu'on est prêt, soyons, parlons vrai, c'est marqué sur nos murs. Ouais, c'est le principe de Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio. Est-ce qu'on est prêt au covoiturage? Est-ce qu'on est prêt à l'autopartage? Est-ce qu'on est prêt à sous-louer sa voiture à quelqu'un? Franchement. Quand vous dites on, c'est vrai qu'on est général. Moi, par exemple, non. Alors, je ne suis pas prêt. Et notamment, parce que vous avez des enquêtes là-dessus, si vous devez aller au boulot le matin, revenir le soir, si vous voulez emmener les enfants le week-end, ça, malheureusement, même si vous vouliez le faire, vous ne pourriez pas. En revanche, il y a d'autres situations où vous pouvez vous permettre, à condition d'y penser, savoir que ça existe, d'avoir quelqu'un à côté proche de chez vous qui peut vous accompagner. Et bien sûr, il y a des questions de sécurité. Donc c'est possible, mais il faut un accompagnement par rapport à ça. Et en plus, il faut faire preuve d'originalité, parce que je reprends l'histoire de la Drôme. Là, c'est quelques kilomètres entre la gare et l'hôpital. On se dit, OK, on fait covoiturage, mais il faut avoir la chance d'être plusieurs au même moment. Il y a ça aussi. Oui, il y a les données, etc. Et c'est pour ça qu'en complément de ces solutions concrètes aujourd'hui, on travaille sur demain avec un véhicule autonome.
Ah, la fameuse. Nous y arrivons. Voilà, le véhicule autonome. Est-ce que, parce que pour nous, le véhicule autonome, forcément, il est urbain ou périurbain. On a du mal à s'imaginer un véhicule autonome rural. C'est-à-dire qu'il roule tout seul, on est bien d'accord, C'est là Cécile, que ça pêche, oui, bien sûr. C'est le truc qui roule tout seul. Absolument, c'est-à-dire que vous pouvez dormir à l'arrière. Ah ouais, voilà. Et on vous réveille, monsieur, vous êtes arrivé. Très bien, personne madame. vous réveille, vous restez toute votre vie. Et je dors, madame. Mais c'est ça. On a du mal à l'imaginer forcément en ruralité. C'est-à-dire que comment c'est possible aujourd'hui? Alors effectivement, quand nous avons posé la question aux Français, première image qui vient, c'est le jeune cadre dans sa voiture, il est tout seul, individuel, qui va à la Défense, pendant ce temps-là il fait ses mails et puis... Frédéric Brunel. Voilà. C'est ça. Et pendant ce temps-là, je fais mes mails et je ne dors pas. Et il fait ça bientôt. Voilà, ça se fait, c'est-à-dire que j'enlève jeune et je garde cadre. Elle a osé. Et donc, sauf que on s'est dit, est-ce que c'est ça qui va changer? À la Défense, même chose. Vous avez déjà le métro, vous pouvez y aller à pied. Oui, vous pouvez toutes les mobilités douces. Ça rajoute rien. Oui. En revanche, là où c'est le plus utile, là où il y a 8 Français sur 10 qui n'ont pas le choix de leur mode de transport, la voiture individuelle ou rien, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des solutions collectives, partagées? On a parlé du covoiturage, on a parlé de l'autopartage, et allons un cran plus loin sur la navette autonome partagée. Vous parliez de climatique tout à l'heure, aussi électrique. Oui, bien sûr. Et voilà. Justement, l'histoire des jeunes, en fait, il y a l'histoire des moins jeunes, et notamment dans certaines campagnes, avec des gens qui sont un petit peu isolés. Peut-être que là aussi, il y a quelque chose. Alors, il faut faire monter ma mamie, par exemple, dans cette voiture qui n'est pas conduite. Hein. Alors, c'est super intéressant parce qu'effectivement, le première idée, à qui ça peut être utile, c'est des gens qui sont trop âgés pour conduire, trop jeunes, ils n'ont pas encore permis, en poussette ou pas de voiture. Et donc, finalement, c'est des personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant. Et en fait, ça peut être utile à tout le monde. C'est un peu comme la télécommande. À l'origine, ça a été inventé par un papa pour sa fille qui était à l'hôpital et qui ne pouvait pas atteindre la télé. Et maintenant, ça sert à tout le monde. Et c'est cette même logique. Est-ce que, j'imagine que, si vous en parlez, c'est que forcément, il y a des projets, de l'innovation, il y a énormément de start-up aujourd'hui dans le monde de l'automobile. En tout cas, on réfléchit à tout ça. L'avenir, c'est quoi finalement? Aujourd'hui, on parle de ça, on en parlait déjà dans des films, je vous disais hors antenne il y a 20 ans, où on se disait non mais n'importe quoi. Aujourd'hui, on en parle un peu plus régulièrement. C'est quoi finalement le calendrier? Aujourd'hui, vous avez déjà des navettes qui roulent puisque la Massif, on n'est pas là pour faire de la technologie, on est là pour travailler les usages. Et c'est pas un acteur tout seul, quel qu'il soit, qui arrivera. Pour ça qu'on a travaillé. C'est un écosystème en fait. Un écosystème, oui, avec Orange, Vinci pour la construction, enfin les infrastructures, avec Microsoft, avec d'autres assureurs, la Maïf, BNP Paribas Cardiff, parce que l'objectif c'est de faire avancer ce sujet. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Donc ça fonctionne déjà. Et aujourd'hui, vous avez déjà une expérience. On a fait un benchmark. Alors, à votre avis, il y a combien d'expérimentations en France sur les véhicules autonomes? Je suis nul. C'est-à-dire combien vous avez sorti de véhicules, c'est ça, autonomes? Combien il y a eu d'expérimentations en ville, à la campagne? Allez, je dirais 150. Oui, à peu près 130. Bien vu. En milieu rural, à votre avis, il y en avait combien? Je sais. 2? Presque ça, 3. Récemment, on a fait un benchmark dans celle qui était vraiment récente. Vous en avez eu Tornado à Rambouillet. Périurbain, Cœur de Brenne dans l'Indre et dans le Val-de-Drôme. Donc on a fait un benchmark, on s'est dit où est-ce que nous on peut apporter l'enjeu, l'aspect usage et accompagner toutes les personnes. C'était plus en campagne. Et on s'est associé avec nos partenaires, Betty qui est un opérateur de mobilité qui est dans la Drôme, Vinci qui travaille sur l'infrastructure parce que la voiture, le véhicule, la navette, elle peut pas faire ça toute seule, et Navia qui construit des navettes et la Massif. Et nous sommes lauréats France 2030. Et les résultats? Et les résultats, justement, on a été lauréat France 2030. Alors, est-ce que ça sera avant France 2030 ou pas? Mais dès à présent, l'objectif, c'est de passer d'une ligne à un réseau. Typiquement, dans le projet cette année, ou début d'année prochaine, c'est d'aller jusqu'à l'hôpital. De la gare à l'hôpital, et voir concrètement est-ce que ça porte. Et c'est pas uniquement, on a fait la ligne, on regarde passer les trains. Non, comment on accompagne les personnes, les usagers, les urbains, les riverains, les entreprises, les associations. Et vous savez que dans les grandes villes, ce qu'on vous demandera, c'est pas une navette autonome qui roule, c'est une navette autonome qui vole. Après, on est d'accord. Oui, et ça c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer, mais c'est pas notre cœur de sujet, des drones pour apporter des livraisons de
transport de marchandises. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de modèle économique. Et quand on a interrogé les Français et les élus locaux, ils disent attendez, c'est de la science-fiction votre truc. Déjà, j'arrive même pas à avoir un bus avec un humain à bord et vous me parlez déjà quelque Nicolas Maresco, vous sortez votre prochain film quand ? Avec vous, d'accord, vous êtes OK pour... En tout cas, merci beaucoup Nicolas Maresco d'avoir été avec nous. Réponse besoins sociétaires et innovation à la Massif. On vous rappellera, parce qu'on va suivre ce dossier très intéressant. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? L'enjeu, c'est mobilité pour tous, autonomie pour tous. Eh ben, vous avez raison de le dire. Vous restez avec nous dans un instant. En parlant de la mobilité pour tous, là, on va vous parler de restrictions. C'est plutôt l'inverse. Les zones on n'a même plus besoin de conduire, on se laisse aller ? Non, pas vraiment. Vous vous mettez au travail surtout. Zone à faible émission, le compte à rebours est enclenché. On va en parler dans quelques instants avec Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. À tout de suite. Et pour le coup, c'est un problème qui devrait arrêter de faire rouler certains Français certainement. C'est les zones à faible émission. Le compte à rebours est enclenché. La ZFE, mon cher Frédéric, dans le cadre du déploiement des 43 zones à faible émission. Le journal Le Parisien veut dévoiler le baromètre des voitures polluantes métropole par métropole. Près d'une voiture sur deux est polluante dans les métropoles de Valenciennes, de Mulhouse, de Perpignan. Et pour en parler, Yves Carra est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole de l'Automobile Club Association. Donc, ces ZFE aujourd'hui, où on a l'impression que tout le monde commence à négocier un peu, on fait un petit peu marche arrière quand même. On s'est bien rendu compte que... C'est la patate chaude, là. Vas-y toi d'abord et ensuite on verra. Patate chaude pour les élus déjà. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on en est où en fait ? On en est que quand on en parlait il y a quelques années, lorsqu'on suit, et bien sûr toutes les décisions qui sont prises à l'Automobile Club, on a parlé de vignettes critères, ils ont parlé de ZFE, on leur a dit tout de suite arrêtez, parce que ça c'est pas une bonne idée du tout. Et ce qui se passe maintenant, on l'avait déjà annoncé. Sauf qu'en plus... La partie discrimination, par exemple ? Oui, la partie discrimination, dans le temps de renouvellement du parc automobile, ça collait pas. Il y allait avoir trop de critères 3, de critères 2, parce qu'on avait quand même 70% de diesel. La règle, on la rappelle, c'est tout ce qui est en dessous de 2. En fonction des villes. Critère 1, ça dépend des villes. Mais on va dire 1 et 2, ça doit passer quand même, non ? Alors 2, non. Normalement, ça passera plus puisque ce sont des diesels. Ce sera critère 1 et 0. Donc, mais effectivement, donc c'est le gouvernement qui a décidé avec la loi LOM et ils ont donné ça aux élus et allez-y, débrouillez-vous. Donc, il faut bien voir que depuis novembre 2018, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ça fait 4 ans, j'en discutais avec d'autres communicants, ça fait 4 ans que nous sommes tabassés, surtout quand on a une voiture. Il y a eu le contrôle technique qui a été renforcé, mais ça c'est plutôt bien. Le parking qui est beaucoup plus cher. On est plus harcelé. Les péages. Les péages. Bon, les péages, c'est chaque année et on n'est pas obligé de les prendre. À la limite, on peut les éviter, mais voilà, c'est plutôt pour la circulation du quotidien. Enfin, il y a eu plein de choses. Et là, il y a eu aussi la décision, faut pas l'oublier, des députés européens d'imposer l'électrique contre toute logique. Ça crée un climat anxiogène terrible. Et là-dessus, on vous dit, allez, maintenant c'est les ZFE. Donc là, ça fait 4 ans et ça fait beaucoup. Alors bien sûr, il y a plus la guerre. C'est une vraie question. Il faut aussi, parce que Yves, vous avez votre discours, vous vous battez pour la voiture et tout le monde vous suit parce qu'on en a tous besoin, on l'a rappelé. On se bat pour la mobilité en général, pas seulement pour la voiture. Mais en revanche, il est temps aussi de faire quelque chose parce que certaines voitures polluent énormément. Ça veut dire quoi, polluer énormément ? D'abord, il faut voir que les critères 4 et 5, c'est celles qui roulent le moins. D'accord ? Et c'est ceux qui roulent le moins qui en ont le plus besoin. Grosso modo, quand on va en ville pour aller travailler avec un critère 4, c'est qu'on démarre peut-être dans la vie, on a un petit salaire, on changer une voiture. Camionnette. C'est peut-être la deuxième voiture, parce que voilà, peut-être que l'autre personne du couple va plus loin. Donc voilà, c'est pas qu'elle peut le plus, elle roule pas tant que ça. Et puis vous savez, dans le Covid, on a beaucoup parlé de bénéfices-avantages en ce qui concerne bénéfices-risques en ce qui concerne le vaccin. Là, c'est inconvénient, pour pas dire emmerdement, avantage, inconvénient et emmerdement maximum pour celui qui a une critère 4, 5 et 3, heureusement que ça a été repoussé. Avantage négligeable. Vous savez qu'il y a 8 villes quand même en Allemagne qui ont arrêté leurs ZFE. Sur 22, je crois. Certaines reculent. Oui, certaines reculent. En Suisse, on ne peut pas les accuser d'être des gros pollueurs. Ils n'ont pas mis les ZFE en place. Donc, il n'y a aucune étude, et malheureusement, si c'était aussi simple, on serait tous pour, qui dit que lorsqu'on met une ZFE en place, c'est bien, allez-y, vous allez voir, on va tous respirer un air
très pur. Alors, il y a aussi deux choses qu'il faut dire. D'abord, on veut tous respirer un air le plus pur possible, et en ville, c'est effectivement le cas. On n'a jamais eu un air aussi peu pollué dans toutes les villes de France. D'ailleurs, il est intéressant que dans le classement dont on faisait, sur lequel on s'attardait, là, premier, voilà, Paris est loin derrière. Hein. C'est-à-dire que le parc automobile à Paris n'est pas le plus polluant, loin s'en faut. Hein. Non, parce qu'on a un pouvoir économique qui permet d'acheter des voitures récentes, hein, c'est tout. Donc voilà, il y a ça. Et puis, il faut se faire à l'idée aussi que toute action égale une pollution. Et malheureusement, la voiture, les camions, tout ça, ne seront jamais parfaits. Ils seront toujours polluants. Voilà. Je reviens sur ce sondage, enfin ce dossier. Ce classement. Oui, ce classement. Oui. Près d'une voiture sur deux est polluante dans les métropoles de Valenciennes, Mulhouse et Perpignan, qui sont, rappelons, quand même des villes qui ne sont pas les villes les plus riches de France, avec des budgets qui sont assez serrés. Une voiture sur deux, mais c'est énorme. Comment Alors une voiture sur deux, alors déjà plus polluante, vous le savez très bien, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un terme générique qui signifie pas grand-chose. Là, on s'attache à la notion de critères. De critères, 4 et 5, d'accord. Ouais. Mais oui, et puis d'abord, ça dépend de l'âge. Hein, plus la voiture est âgée, plus elle a un critère qui est élevé. Et puis ce sont des diesels. Hein, des diesels, de toute façon, on ne peut pas être moins que critère 2, même s'ils sont récents, alors qu'ils ont toutes les données techniques pour être critère 1. Et ça, c'est pas étonnant. C'est vrai que dans ces villes, le pouvoir d'achat est moindre et tout le monde aimerait rouler en critère 1. Mais on voit bien évidemment qu'aujourd'hui, quand il faut sortir 15, 20 000 euros pour acheter une voiture d'occasion qui est âgée, qui a beaucoup de kilomètres, qu'on aurait acheté 5 000 euros de moins il y a encore 3 ans, bah oui, ça coûte de plus en plus cher. Vous n'êtes pas pour les ZFE, nous l'avons compris, mais qu'est-ce que vous proposez? Parce que il est sûr pour les ZFE, mais pas comme ça. Alors, oui. Non, on n'est pas pour les ZFE. On n'est pas pour cette contrainte supplémentaire. Je le connais, le Yves. Je le connais. Le bougre. Non, l'Automobile Club, effectivement, est contre dès le départ, parce qu'on a vu la discrimination, mais encore une fois, laissons faire naturellement les choses. Le parc automobile se régénère naturellement tous les 12-15 ans. Une voiture, le parc automobile est de plus en plus âgé en France. Mais il se régénère régulièrement. Vous savez, à Reims, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter et de faire un débat avec le maire. Il a créé un moratoire pour repousser l'interdiction des critères 3 jusqu'en 2029. Oui. Voilà, on verra. Moi, j'ai pas une mal question. Ça. Oui, donc il y a des choses qu'on peut faire. Il y a d'autres choses qu'on peut faire et qui pour moi me paraissent évidentes, mais c'est le bioéthanol et les boîtiers bioéthanol. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui on ne peut pas changer de critères quand on impose. Voilà. C'est-à-dire, excusez-moi, vous êtes des spécialistes, je comprends pas. Quand on a du bioéthanol, le bioéthanol, c'est-à-dire que vous avez une voiture. Je sors les diesels parce que ça ne fonctionne pas sur les diesels. Vous avez une voiture thermique, voilà, vous mettez un boîtier bioéthanol, vous avez des aides des régions, donc ça vous coûte moins cher, vous payez l'essence moins cher, c'est de la betterave, donc c'est un carburant qui est 100% français. Et on vous change pas de critères? Et on change pas de critères en fait. Alors que la pollution est divisée par 3 ou 4. Alors tout à fait. Donc ça fait partie des choses. Alors bon, les critères sont là, on va pas les supprimer tout de suite, les ZFE arrivent, etc., etc. Encore une fois, il y a des aménagements. Par exemple, Christian Estrosi à Nice, il a dit OK, la loi m'oblige à le faire, mais je ne contrôlerai pas. Je trouve ça plutôt bien. Mais effectivement, avec le syndicat national des producteurs d'alcool agricole, SNPAA, c'est un vaste débat. Ils en parlent beaucoup avec les députés. Si on met notre voiture au bioéthanol, même une vieille voiture, elle pollue 3-4 fois moins, on doit pouvoir changer de critères. Après, on parlait des villes. C'est aussi à la politique de la ville de permettre aux gens de se garer à moindre coût et éventuellement prendre. Bordeaux était un bel exemple pour ça. Il y avait on garait la voiture, on avait le ticket, tout ça. C'est ça aussi l'important, non? Oui, vous savez, tous autant qu'on est, si on a une solution pour prendre moins la voiture et dépenser moins d'argent, etc., avec l'essence, c'est très bien. Si on met des parcs, l'idéal, allez, on prend un monde idéal. On a 20 secondes. On a 20 secondes pour le monde idéal. Allez, eh bien, on fait des parkings relais partout. Strasbourg est un bon exemple. On vous fait payer 2 € le ticket pour chaque passager de la voiture pour pouvoir circuler facilement avec des transports en commun qui vont 24 heures sur 24 dans la ville. Ça coûte des centaines de milliards, c'est pas possible. Mais c'est un monde idéal. Si on avait ça, ce serait bien. Tant qu'on n'a pas ça, n'empêchons pas les gens de circuler en voiture, en vélo, en ce que vous voulez, mais surtout en voiture. Moi, j'ai envie de dire, vous savez quoi, j'ai tenu mes 20 secondes. Yves Cara, président. Yves Cara, ça fait longtemps que je vote pour lui. J'aurais pu vous empêcher de parler au 49.3, je ne l'ai pas fait, Yves Cara. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Benoît, merci Aude, merci Justine, merci Aurore, notre équipe formidable qui travaille d'arrache-pied, parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'était en flux tendu. Oui, on n'a pas arrêté. C'était un peu tendu du 1. Merci beaucoup, frère.
de la ficelle. De la ficelle. Merci beaucoup Jean-Marie Bordry qui est là et qui nous programme cette émission avec brio et talent. Il est là aussi, brio. Il est là. Il est là. J'ai hâte de le rencontrer. Vous restez avec nous dans un instant. C'est la suite. Stéphane Moller, peut-être, non? C'est absolument, c'est un Stéphane conseil Moller. de famille. Oui, mais c'est surtout notre ami. Je commence à m'y faire. Hein. Oui, mais c'est Yvan Cujus. Ah bah après Yvan est là. Oui. Yvan, ici quand Yvan est là, Yvan vend des voitures. Oui. Voilà. Et Yvan des lits aussi. Allez. Vincent Bagouin et Jérôme Siossi sont avec Yvan Cujus. On vous embrasse et on vous retrouve demain à 17h. Salut, bonne soirée. Salut.